quelques idées peut-être de réponse à apporter à nos contradicteurs ou aux interlocuteurs simplement. L'Union européenne n'est pas un super-État dont la volonté s'impose aux pays membres. Ce n'est pas vrai. Et l'Union européenne n'est pas non plus un État fédéral dont les pays membres ne seraient que des provinces. Ce n'est pas vrai non plus. Ce ne sont pas les États-Unis. L'Union européenne est une organisation internationale. La preuve en est que son existence est fondée sur des traités. Autrement dit, les États membres n'obéissent aux règles européennes que parce que eux qui sont souverains, les États sont souverains. Il n'y a pas de souveraineté au-dessus de celle des États. Les États n'obéissent aux règles européennes que parce qu'ils ont souverainement signé des traités par lesquels ils acceptent d'y obéir. Mais ce qu'un État souverain a consenti, il peut aussi, à tout moment, se rétracter. Premier point. Deuxième point. Désobéir aux traités européens, c'est légal. Ça s'appelle une option de retrait. Une option de retrait, c'est quand un pays membre dit « j'obéis aux règles prévues par les traités puisque j'y consens, moi, État souverain, mais les règles suivantes, je ne les appliquerai pas. Je me soustrais de ces points précis. » Alors, non seulement c'est possible, mais ça existe. À l'heure où je vous parle, un certain nombre d'États ont fait une option de retrait sur telle ou telle règle européenne. Je vous prends simplement deux exemples. L'Irlande, quand elle a rejoint l'Union européenne dans les années 90, au moment où elle l'a rejointe, elle a négocié au moment où elle arrive. Elle dit « j'entre, voilà, j'arrive, mais je ne serai pas dans Schengen ». Et donc, il y a une option de retrait de l'Irlande sur Schengen. Je vous prends un deuxième cas, un pays qui est déjà dans l'Union européenne et qui, alors qu'il est déjà dans l'Union européenne, dit « ah, au fait, telle règle, ça, je ne vais pas le faire ». La Suède, en 2003, alors que, tel que prévu par le volet Union économique et monétaire des traités européens, tout pays membre doit, tôt ou tard, sauf option de retrait, adopter l'euro. L'euro n'est pas une option. Eh bien, la Suède a fait, en 2003, n'ayant toujours pas adopté l'euro, elle a fait un référendum et elle a demandé à sa population « est-ce que vous voulez qu'on passe à l'euro ?» Et les Suédois ont voté non. Et là est arrivé quelque chose d'incompréhensible pour nous, Français, c'est que comme le peuple avait dit non, par référendum, eh bien, les autorités suédoises ont dit « bon ben voilà, puisque le peuple a dit non par référendum, nous ne le ferons pas ». Et la riposte de la Commission européenne a été immédiate et foudroyante. Ils en ont pris acte. Voilà. Par ailleurs, l'Union européenne est une organisation internationale. C'est pas un super-État, c'est pas des États-Unis d'Europe. C'est pas parce que l'Union européenne singe tous les éléments de décorum d'un super-État, un drapeau, qui ne repose sur aucune existence juridique, un parlement, qui n'est pas vraiment un parlement au niveau des pouvoirs, mais on l'appelle un parlement quand même, une soi-disant armée européenne qui est en fait un petit corps expéditionnaire qui est surtout bon à défiler, en réalité, pour montrer qu'on en a un. Mais quand vous regardez tout ça, ce sont des apparences pour jouer aux États-Unis d'Europe. Mais c'est une organisation internationale. Il y a d'autres organisations internationales européennes d'ailleurs, par exemple le Conseil de l'Europe. Par exemple, l'OSCE. L'OSCE, le E, c'est Europe, etc. Donc, deux yeux, désobéir est légal. Quand on vous dit on peut pas, si on peut, ça s'appelle une option de retrait. Ou, dans le cas extrême, ça s'appelle quitter l'Union européenne. Bien. Mais il y a deux façons de désobéir. Il y a sortir, certes, mais il y a aussi l'option de retrait, plus ou moins large. Ensuite, vous entendrez beaucoup, adopter un nouveau traité européen, c'est impossible. Alors c'est intéressant parce que j'ai regardé l'histoire de la construction européenne et ces 25 dernières années, on a eu Maastricht, Amsterdam, Nîmes, etc., etc. Et donc, adopter un nouveau traité européen, c'est quelque chose d'impossible qu'on fait tous les 4-5 ans en moyenne. Donc cet argument ne tient pas debout. Alors, vous tombez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le terrain aussi, sur ceux que moi j'appelle, sans méchanceté, mais
mais de manière un peu moqueuse, j'en conviens, je les appelle les fétichistes de l'article 50. Ils vous disent de manière obsessionnelle, vous ne pourrez jamais, les traités existants prévoient pour être modifiés qu'il y ait l'accord de l'unanimité des États membres. Vous n'aurez jamais cet accord à l'unanimité, et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, vous devez sortir, faire un Frexit et passer par l'article 50. Bon, cet argument est vrai dans sa prémisse et faux dans sa conclusion. Il est vrai dans sa prémisse, les traités ont besoin de l'unanimité des États membres pour pouvoir être modifiés, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est le cas de la plupart des traités européens au fur et à mesure de l'histoire de la construction européenne. Notez la contradiction apparente dans ce que je viens de vous dire. Si les traités ont besoin de l'unanimité et qu'a priori c'est pas possible, pourquoi on a eu plein de traités les uns après les autres? Eh bien précisément parce que, comme il faut l'unanimité pour modifier les traités et que c'est fastidieux, depuis le début de la construction européenne, au lieu de modifier le traité par la procédure prévue, ce qu'on fait c'est qu'on rajoute un nouveau traité par-dessus. Et on a toujours fait comme ça. Depuis le traité CECA, Rome, etc., on a mis les traités, on a empilé les traités les uns au-dessus des autres. Et donc l'argument des fétichistes de l'article 50 ne marche pas, puisque nous aussi ce que nous proposons, c'est l'adoption d'un nouveau traité européen, qui a lieu, encore une fois, tous les 4-5 ans en moyenne depuis un quart de siècle. Donc ça doit être largement faisable, puisque ça arrive quand même, c'est assez courant. Vous voyez plus souvent un nouveau traité européen que vous ne signez un prêt immobilier, quand même. Oui, mais quelle est la validité de ces nouveaux traités qui s'empilent les uns sur les autres? Légal? C'est simple. Le traité précédent, on s'en fout, et le nouveau traité, c'est celui-là qu'on applique. Ou alors, le traité suivant s'additionne, est une annexe, et d'annexe en annexe. C'est un avenant en fin de compte. C'est un avenant, c'est ça. Soit le nouveau traité est un avenant, par exemple Amsterdam ou Nice, c'est plutôt des avenants. Oui. Soit c'est carrément un traité où on disait que les précédents traités, on s'en fout maintenant, et maintenant on a un nouveau super traité tout neuf. Et ça, c'est le traité de Lisbonne. On s'en fout aussi de celui qui arrive. Non, oui, enfin, non. Donc, je voudrais terminer par contre le déroulé, parce que sinon ça ne va pas être clair. Donc, maintenant vous avez ces différents éléments. L'Union européenne est une organisation internationale. Désobéir, c'est légal, c'est l'option de retrait. Un nouveau traité, c'est quelque chose qui est possible, puisqu'on en a des nouveaux tous les 4 ou 5 ans. On n'est pas condamné à utiliser l'article 50 pour sortir, puisque nous pouvons parfaitement modifier les règles existantes en ajoutant un nouveau traité, puisque c'est comme ça qu'on a toujours fait. Bien. Maintenant que vous avez ces éléments, on peut expliquer de manière très facile le fameux plan A, plan B. C'est pour ça que je vous ai mis ces préalables, parce qu'après, vous allez voir, c'est vraiment simple. Plan A, donc la France insoumise arrive au pouvoir, vous avez le gouvernement provisoire en attendant la 6ème République. Et donc, on commence par désobéir unilatéralement à toutes les règles de l'Union européenne qui sont incompatibles avec l'avenir en commun. C'est donc une option de retrait unilatérale, immédiate. Simultanément, nous ouvrons une négociation avec nos partenaires européens pour adopter un nouveau traité. Et dans ce nouveau traité, je vous renvoie à l'avenir en commun, c'est expliqué, il y a 2 pages là-dessus, qu'est-ce qu'on met dedans. Il y a notamment un programme de transition écologique européenne, la fin de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne pour qu'elle soit soumise au pouvoir politique, un moratoire sur les dettes publiques, en particulier pour faire un audit citoyen sur les différentes dettes publiques afin de d'effacer la part de ce que les juristes appellent la dette odieuse, c'est-à-dire la dette illégitime qu'on doit effacer. Vous avez également le fait de mettre dans les traités la fin de la finance dérégulée et sauvage, notamment par des mesures telles que la séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt, notamment sur le fait que les paradis fiscaux n'existent plus du tout en Europe, etc., etc. Vous avez le fait de passer d'une politique agricole commune productiviste et agro-industrielle à une agriculture paysanne et écologiste. Bref, on est sur les points les plus prioritaires de l'avenir en commun à mettre dans le traité. C'est pas qu'on soit fermé à d'autres options, c'est juste que nous, c'est ça qu'on veut, et donc c'est ça qu'on met sur la table. Bien. Donc on ouvre une négociation pour un nouveau traité européen.
Et là, il y a 3 issues possibles. Première possibilité, la négociation aboutit à un nouveau traité. Deuxième issue possible. Et là, il faut l'unanimité. Oui, il faut l'unanimité, oui. Mais, encore une fois, ça se produit tous les 4-5 ans en moyenne. Oui, mais pas Euh, tous les membres. Oui, j'entends bien. Mais je dis juste que pourquoi quand l'Allemagne veut aller dans une direction et qu'elle exige « moi je bouge pas tant qu'on n'adopte pas ça » et tout le monde se couche, et pour nous, il y aura un problème. Après tout, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence par proposer la chose. Donc, première issue possible, la négociation aboutit à un nouveau traité. Deuxième issue possible, on n'a pas un nouveau traité, mais on a une option de retrait, c'est-à-dire que toutes les règles des traités existants qui nous empêchent d'appliquer l'avenir en commun, ben nous en sortons. Un peu comme le Portugal d'ailleurs le fait à l'heure actuelle en appliquant une politique économique contraire aux règles de l'Union européenne. Puisque les textes de l'Union européenne donnent une politique économique de droite. Je simplifie, en gros, c'est ça. Progressiste et je sais pas quoi. C'est de la foutaise. Troisième issue possible, on arrive à un blocage avec nos partenaires européens. Je mets des guillemets parce que blocage avec nos partenaires européens, ça veut dire blocage avec l'Allemagne. Et donc, ça voudrait dire que l'Allemagne, refusant aussi bien le nouveau traité que l'option de retrait pour la France et ceux qui sont d'accord avec elle, prend la responsabilité, elle, pas nous, d'un blocage et donc d'une crise politique majeure de l'Union européenne. Pas nous, Berlin. Il ne faut pas renverser les rôles. Et dans ce cas-là, on sort avec tous les autres pays qui étaient d'accord avec le plan A. Ah mais ce serait terrible, on aurait 2 organisations européennes différentes. Ah oui, c'est tellement terrible que ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit. Ça s'est produit dans les années 60, parce que le Royaume-Uni, ne pouvant pas entrer dans la communauté économique européenne, avait créé une autre organisation européenne, avec le Danemark, la Suisse et quelques autres. Et donc, il y a déjà eu 2 organisations européennes distinctes sur le continent européen. Donc, ne vous imaginez pas que ce soit impossible, puisque ça s'est déjà produit. Et personne n'en est mort. Hein. Donc voilà, ça c'est sûr, plan A, plan B. Alors, j'ai 2 autres questions épineuses, mais si vous voulez, je vais prendre déjà les éventuelles questions sur ce point-là, pour pas avoir trop de questions d'un coup à la fin. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, allez-y. Concernant les options de retrait, je n'ai pas très bien saisi en quoi ça ne pourrait pas aboutir. C'est pas de droit d'avoir une option de retrait. Alors, si la France en propose, l'Allemagne peut s'y opposer et faire plier la France. Alors, ta question porte du point de vue du droit, et du point de vue du droit, tu peux toujours t'exposer au risque d'un mécanisme de plainte interne entre États au niveau de l'Union européenne si tu fais une option de retrait unilatérale. Et donc il est préférable, j'ai dit préférable juste, hein, il est préférable que ce soit une option de retrait qui a été négociée. Ce qu'a fait l'Irlande pour Schengen, mais le Danemark n'est pas dans Schengen non plus d'ailleurs, etc. etc. Cependant, tu peux faire une option de retrait unilatérale, puisque la Suède l'a fait. Et alors pour qu'elle soit validée en n'étant pas unilatérale, il faut qu'il y ait unanimité ou... Alors, c'est pas en vrai, la règle de l'unanimité est une fiction, c'est-à-dire que t'as pas à un moment, bon, on vote et on attend de voir si toutes les mains se lèvent. En vrai, parce qu'il y a la règle de l'unanimité, ça fonctionne par consensus, c'est-à-dire qu'il y a une négo et autour de la table, on se met d'accord sur une position intermédiaire entre les positions des différents acteurs et à la fin, tu te retrouves avec quelque chose qui est approuvé simplement parce que personne ne s'y est opposé, ce qui n'est pas la même chose que tout le monde a voté pour. Tu vois, en pratique, ça se passe comme ça. Voilà. Mais ceci pour dire, la deuxième issue possible du démarrage du processus de négociation, c'est l'option de retrait, dans laquelle d'ailleurs on serait, à mon avis, pas tout seul. Voilà. Il y avait une question par là, il y en avait 2, je crois. Allez-y, monsieur. Ouais. Oui. Alors, les discussions sur le stratégique plan A, plan B, c'est vrai que c'est une question qui nous est posée, mais est-ce qu'elle est d'actualité pour, je pense, à des électeurs qui diraient « Oui, mais attention, le Parlement européen, est-ce qu'il va régler cette question-là » Aux abstentionnistes, oui, on peut se dire finalement à quoi ça sert, le Parlement européen par rapport à ces questions qui sont... C'est dans les questions difficiles ultérieures. D'accord, ok. Et d'autre part, mais en revanche,
si quelqu'un vous interroge sur... en fait, on vous demandera pas, expliquez-moi, on vous demandera rarement, expliquez-moi plan A, plan B. On vous dira, mais vous êtes contre l'Europe, vous voulez sortir de l'Europe. On vous le dira comme ça. Et la seule façon de dire que non, c'est pas vrai, c'est d'arriver à expliquer ce que je viens de faire. C'est la seule façon. Voilà. Et donc, cependant, en toute rigueur, la stratégie plan A, plan B ne concerne pas les élections au Parlement européen, puisque ce ne sont pas les députés européens qui vont déclencher le plan A, plan B. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est hors sujet que les gens ne vous poseront pas la question. Mais vous voulez sortir de l'Europe, vous aurez quand même ces questions-là, parce que comme c'est des élections européennes, on parlera de la construction européenne. Donc, de toute façon, il faut être préparé à y répondre. Et la réponse, non mais là, c'est pas le sujet, parce que c'est des élections au Parlement européen, donnera simplement l'impression à vos interlocuteurs que vous essayez de botter en touche. Donc, je suis d'accord du point de vue de la rigueur de raisonnement, mais d'un point de vue opérationnel, dans les rencontres que vous aurez avec des gens, sur le terrain, en pratique, on va vous dire, mais vous êtes pour sortir de l'Union européenne ou pas? Et là, vous devrez être capable d'expliquer ça, sinon vous allez partir assez vite dans le décor. Voilà. Il y avait quelqu'un par là. Oui. Juste désobéir à l'Europe, en ce moment, on a le cas de l'Italie. Oui. Ça prouve que ça fonctionne, parce qu'on n'a toujours pas de sanction de la Commission européenne, et je vous parie que ça va se terminer par un compromis. Ce qui prouve que l'épreuve de force à sortie d'une négociation, ça fonctionne. Alors ça m'emmerde que ce soit un gouvernement partiellement néofasciste qui en apporte la démonstration. Mais constater qu'une méthode fonctionne, c'est une chose. Approuver l'orientation politique d'un néofasciste qui utilise la méthode, c'est autre chose. Et il faut être stupide ou journaliste politique pour pas voir la différence. Voilà. Et dans le cas d'Italie, en plus, c'est pas contradictoire au traité, c'est qu'ils en sont à 2-4. Oui, en plus. C'est donc une mise en cause brutale de la souveraineté de l'Italie. En plus, non mais c'est effectivement sur le fond du dossier, en plus, même en se plaçant du point de vue de la Commission européenne, c'est n'importe quoi. Attendez, il y avait deux personnes par là aussi, et ensuite... Ok. Alors donc, oui. Vas-y. Lors de son discours d'il y a 3 jours, M. Mélenchon a été donc clair sur justement la volonté de ne pas sortir, lorsqu'il a dit, j'ai bien aimé Frexit, fétichisme, il y a un petit peu de frofreux, oui. C'est mignon, et il a été précis en disant qu'il n'était pas question pour la France insoumise de proposer une sortie de l'Europe, mais par contre il a fini ce discours en disant, et c'est sa dernière phrase, je ne sais pas si certains ont vu le discours qu'il a fait, en disant il faut sortir des traités européens. Voilà. Et moi j'ai parlé que des traités. Hein. Et alors, par contre là je ne vois pas cette phrase, et il a dit et je n'ai rien d'autre à dire là-dessus, il a cloisonné là ça, il a dit il faut sortir des traités européens. Et là j'ai pas cette phrase-là. Alors où ça se situe ça dans le plan A, le plan B, c'est le plan C? Si, je l'ai dit tout à l'heure. Sortir des traités européens. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire demander une... Sortir des traités européens, en fait dans tous les cas, c'est-à-dire que si la négociation obtient un nouveau traité européen, oui. On est bien d'accord qu'on sort des traités précédents, c'est logique. Ah d'accord. Deuxième hypothèse, on n'obtient pas le nouveau traité, mais on a une option de retrait. On est bien d'accord que toutes les règles qui nous posaient problème, on en sort puisqu'on ne les applique plus au titre de l'option de retrait. Et si jamais l'Allemagne bloque à la fois le nouveau traité et l'option de retrait, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de ces traités-là avec tous ceux qui étaient d'accord avec le plan A. Ce qui fait que ce n'est pas un Frexit. Parce qu'un Frexit, c'est vous sortez, vous négociez rien, vous dites je me casse. Au fait, ceux qui vous disent mais le Brexit ça prouve que les négociations, on ne peut pas avoir une autre Europe. Bah non, c'est complètement idiot de dire ça. Parce que le Brexit prouve, vu que ils n'ont pas négocié, ils ont directement fait un référendum, le référendum a dit on s'en va, et donc ils sont dans le processus de partir. Si la question c'est celle de la possibilité de négocier autre chose, eh bien le Brexit prouve simplement que l'absence de négociation empêche d'avoir un résultat de négociation. Mais ça c'est plus une lapalissade et on est déjà au courant.
voyez? Parce que ça, vous y aurez droit aussi. Le Brexit montre que c'est à prendre ou à laisser. Non. Le Brexit prouve simplement que quand vous négociez pas et que vous décidez directement de partir, effectivement, ce qui se passe, c'est que vous partez. Oui, c'est jusque-là c'est logique, mais je vois pas ce que ça prouve par rapport à la faisabilité d'une négociation. De ce côté-là, oui. Tout d'abord, je voulais intervenir sur l'option, questionner les options de retrait, mais le premier intervenant l'a fait, mais j'y reviens quand même. Quand tu as parlé de risque. À quel moment, sur quoi? Sur les options de retrait, qui est de faire des accords et qu'on risque quelque chose. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà. Non, rien en fait. C'est simplement dans le contexte. C'est dans bien assimiler toutes ces questions. Bien sûr. C'est dans le contexte de la question qui m'était posée, c'est-à-dire tout à l'heure. Oui. C'était, mais à part, puisqu'on peut la faire unilatéralement, pourquoi on s'emmerde? C'était ça la question, en gros, je résume, après tout. Et moi je disais que il est préférable d'avoir une option de retrait qui a été négociée avec les autres partenaires, parce que comme ça, on est sûr. Non, mais on est sûr que c'est pas fait dans une situation de tension, de conflit, etc. Alors que si on fait une option unilatérale, il y a toujours la possibilité d'un contentieux à la Cour de justice de l'Union européenne. C'était ça que je voulais. D'accord. Contentieux. Il y a la possibilité d'un contentieux au niveau de la CJUE. Mais je voulais pas être trop technique, mais en gros c'est ça. Il y avait un autre point ou... Non, mais c'était par rapport à ça. Avec la Grèce, Tsipras, quand il a voulu sortir, il a fait du chantage à l'Europe. Non. Non, il a dit tout de suite qu'il restait dans les traités existants, donc il a perdu. Voilà. Donc, parce qu'il a voulu rester, il a perdu. Non, il y a deux raisons à ça. D'abord, il a dit que il restait dans les traités existants. Or, dans les traités existants, tu fais une politique de droite, pour un. Je parle au niveau socio-économique, sur le reste on peut discuter, mais au niveau socio-économique, tu restes dans les traités européens, tu fais une politique de droite, puisqu'il y a dedans une politique de droite. Voilà. C'est symétrique de l'Union soviétique, si vous voulez. C'est les deux grands ensembles qui ont mis une politique économique obligatoire dans leurs traités. J'y peux rien, c'est comme ça. Et l'autre raison, c'est que la Grèce, c'est une poussière en termes de poids économique dans la zone euro. De mémoire, c'est 1% de la zone euro. Et donc, effectivement, en termes de rapport de force dans la négociation, la Grèce est tout de suite, elle se le prend tout de suite dans la jugulaire. Alors que quand c'est la France, déjà la France est à la fois le premier fournisseur et le premier client de l'Allemagne. Déjà, de base. Et elle est toute seule autour de 20% de la zone euro en poids économique. Toute seule. Avant même de commencer à faire le tour de ceux qui sont d'accord avec nous. Voilà. Donc, ça me paraît être tout de suite différent, mais c'est pour ça que ça n'avait pas marché, tout simplement. Tout ce qui vient d'être dit me donne un peu le sentiment qu'on est nettement en retrait, qu'on a lâché du lest par rapport à ce qui était dans le programme L'avenir en commun. Parce que, par exemple, je ne vois plus dans les points importants la notion de écosocialisme. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on reste dans le capitalisme? Et ensuite, j'entends parler de la fin de la finance dérégulée et sauvage. Donc, est-ce qu'on espère réguler le capitalisme, ce qui est une chose impossible à mes yeux. Donc, j'ai l'impression que tout ce cheminement qui a été fait nous oriente vers la social-démocratie et non pas vers la transition au socialisme et au communisme ensuite. Alors, un débat sur la nécessité d'une économie socialiste et d'une économie communiste prendrait plusieurs heures en soi, donc je vais me contenter de répondre à la question en elle-même, circonscrite, c'est-à-dire est-ce que ce que je viens de décrire est en retrait par rapport à ce qui est dans l'avenir en commun? Non, ce que je raconte est très exactement dans l'avenir en commun. Voilà, c'est tout. Ce que je raconte est très exactement dans l'avenir en commun. Il n'y a pas de transition vers l'économie communiste dans l'avenir en commun. Mais on parle quand même de transition vers le socialisme. Il n'y a pas non plus... Oui, mais le socialisme n'est pas la collectivisation totale des moyens de production. C'est quand même l'appropriation sociale des moyens de production. C'est quand même une rupture avec le capitalisme, là on n'en parle pas. L'avenir, il n'y a pas de collectivisation de l'intégralité des moyens de production dans l'avenir en commun. Je suis désolé, c'est pas ce qui est marqué. On peut le souhaiter ou au contraire être très content que ce soit comme ça, c'est un débat en soi. Je dis juste que ce n'est pas ça qui est dans l'avenir en commun. Après,
il y a la transition écologique européenne dans le nouveau traité qu'on demande. Hein. Il y a la transition écologique totale de l'économie, notamment une politisation de travaux, écologique, etc. oui, mais pas éco-socialiste. Éco-socialiste, on en Non, parle mais plus. si le On en parle programme plus, on en d'avenir a en pas commun parlé. est clairement socialiste, Bah oui, pardon, mais encore une fois, comment dire, Voilà, si on considère que éco-socialiste est un synonyme de communiste, alors je pense qu'il y a un problème dans les définitions. Mais non, en tout le cas, socialisme, c'est la transition vers le communisme. Bon. Non mais voilà, c'est pour ça que je disais, j'en reste à la question initiale, et la question initiale étant, est-ce que oui ou non, il y a un recul par rapport à ce qui est dans l'avenir en commun? La réponse est non. C'est très exactement ce que je viens de raconter, c'est très exactement ce qui est dans l'avenir en commun. Je ne me serais pas permis d'ailleurs, à quel titre, j'aurais commencé à bricoler tout seul autre chose. Vous voyez, Dans l'avenir en commun, à moins que ma mémoire me trompe, il est bien question de pouvoir quitter l'Europe. C'est écrit noir sur blanc. Bah, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, non. Non, ce n'est pas vrai. Il y a marqué. C'est pas non, pas noir sur. Il n'y a pas marqué noir sur. Non, il n'y a pas marqué noir sur blanc. On la change ou on la quitte. On la change ou on la quitte. C'est pas ça qui est marqué. En interlude. Pardon. L'avenir en commun, tout le monde peut le relire. Vous êtes d'accord, les amis? Si on s'est réunis ce soir, c'est pas pour rester. 84-85. Auquel on adhère tous, sinon on serait pas. Oui. Donc on est là pour préparer une campagne. Moi, je suis tributaire des questions qu'on me pose. Non, mais je n'inquiète personne. Mais je boue un petit peu parce que la chose, nous avons tous les documents sur Internet, sur des livres, etc. Pour ceux qui veulent être au top, vous avez 8 pages de Jacques Généreux dans Nous on peut. Donc ça remonte déjà à presque 8 ans. Et dans ces 8 pages, vous avez un chapitre qui est dans le tiers final de cette œuvre, qui en fait est la moelle épinière de tout ce programme-là au point de vue économique. Donc ceux qui veulent peuvent lire ça et ils seront au top. Maintenant, j'en reviens à notre campagne à nous, les gens qu'on va rencontrer. Je ne pense pas qu'ils vont nous interpeller d'emblée sur le plan A et le plan B, sinon ce serait un échec assuré pour nous d'abord. Ce n'est pas ce Il que faut j'ai dit. qu'ils nous interpellent sur... en gros, notre message, c'est écoutez, vous allez voter pour des gens compétents, parce que ceux qui ont gouverné l'Europe pour l'instant sont totalement incompétents. Voyez, c'est donc la politique de Macron, disparition de vos droits sociaux, votre espérance de vie, d'ailleurs, excusez-moi, mais votre pouvoir d'achat qui, lui, est en berne, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut aborder les gens, je pense, au départ. Et il y aura un petit noyau. Je pense qu'il y a une erreur d'approche, c'est juste mon avis. Je pense qu'il y a une erreur d'approche qui est que nous ne sommes pas des prêtres. Nous n'avons pas le monopole de la parole quand nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans un dialogue avec des gens, y compris d'ailleurs entre nous. Et c'est tant mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons le contrôle des thèmes que nous choisissons d'aborder et nous avons le contrôle des réponses aux questions qui nous sont posées. Mais nous n'avons pas le contrôle des questions que les gens nous posent. Et déjà à l'heure actuelle, sur le terrain, un thème récurrent, c'est « Mais alors, vous êtes pour sortir de l'Europe ou pas ?» On est tous d'accord. C'est un thème qui revient souvent. Et donc, il faut être capable d'expliquer notre stratégie d'insoumission face à l'Union européenne. Voilà. Et donc, sur la question quitter l'Europe, il s'agit de sortir d'une façon ou d'une autre des traités européens. Soit par un nouveau traité européen, soit par une option de retrait, soit en cas de blocage, et ça c'est le cas ultime, en cas de blocage, en sortant des traités européens unilatéralement, sans demander la permission, avec tous les autres pays qui étaient initialement d'accord avec le plan A. C'est les 3 cas de figure et il n'y en a pas d'autres. En tout cas, au stade où on en est dans la stratégie qui a été adoptée. Après, c'est des choses qui peuvent évoluer puisque vous avez tous remarqué que de toute façon, le programme qui nous unit a déjà, sur le temps long, je parle le plus vétéran d'entre nous, vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été ajoutées depuis les débuts du parti de gauche, d'autres qui ont été enlevées, notamment parce qu'à un moment on était dans tel ou tel système d'alliance qui ne nous permettait pas de partir dans telle direction ou qui nous obligeait à aller en partie dans telle autre, etc. Oui. Je voudrais comprendre l'articulation entre les élections et ce discours
Il n'y en a Parce que pas. À partir de quand on peut imaginer qu'on puisse avoir un certain pouvoir, à partir de quelle proportion d'élus, on peut avoir un certain pouvoir ou quelque chose? Parce que pour l'instant, on n'a pas jusqu'au bout. Alors, deux choses. Un, la stratégie que je viens de décrire est hors sujet pour les élections au Parlement européen, puisque les députés européens n'ont aucun pouvoir de déclencher cette stratégie. Je le disais tout à l'heure, ça démarre par la France Insoumise, prend le pouvoir par les urnes, bien sûr, en France. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est hors sujet qu'on ne vous posera pas la question. Et on l'a tous vécu. Voilà. Donc, puisqu'on parle des questions difficiles, il y a celle-là, et c'est une question à laquelle vous avez droit très régulièrement, soit par des gens qui sincèrement se posent la question, soit aussi par des provocateurs qui prennent les gens autour à témoin, etc. etc. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a ça. Et ensuite, l'autre qui... Pardon, il y avait une... L'articulation entre... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du coup, puisque c'est simplement que quand les gens vous interrogent là-dessus, il faut être capable de répondre, parce que la réponse c'est hors sujet, n'est pas une réponse satisfaisante, non pas pour nous, parce que nous on sait que c'est hors sujet, mais pour les gens qui vous ont posé une question et qui veulent une réponse. À partir de quand on peut espérer qu'il y ait un basculement de temps pour... On sera président de la République. Quand on sera au pouvoir. Alors, la question de quand est-ce que ce système Union européenne est arrêté, parce que Emmanuel Macron c'est la même chose, c'est la courroie de transmission, ça s'arrête quand la France Insoumise prend le pouvoir au niveau national. D'ici là, à quoi ça sert d'avoir des députés au Parlement européen? C'est mon point 3 que j'arrive toujours pas à aborder. Les différents scénarios que je vous ai décrits, si on est un peu là pour le coup dans la réflexion politique collective, je voudrais préciser, ces 3 scénarios ne sont pas égaux en probabilité. La probabilité d'avoir, là je vous donne mon analyse personnelle, la probabilité qu'on obtienne un nouveau traité dans cette direction-là, alors que la plupart des gouvernements de l'Union européenne ne sont pas du tout sur cette ligne, elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Oui, d'accord. Elle est faible. Elle n'est pas nulle, encore une fois, parce qu'il y a eu des précédents dans la construction européenne où une orientation dont les autres ne voulaient pas, à l'issue de la négociation, a été adoptée. Par exemple, la politique agricole à l'époque du général de Gaulle. Tous les autres n'en voulaient pas, il a fini par le bien. Donc, ou l'Allemagne, qui était au début la seule à vouloir une certaine direction dans une partie de la politique économique, et elle a fini par obtenir que tous les autres s'alignent. Donc je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que, objectivement, la probabilité est faible. Mais la probabilité d'un blocage qui nous conduit à désobéir à plusieurs pays de manière unilatérale, ce qui est une situation de crise politique, ce scénario-là est peu probable aussi. Pourquoi? Parce que la Suède fait une option de retrait unilatérale, il n'y a pas de problème. Le Portugal applique, le Portugal, pas la France en termes de poids économique. Le Portugal dit, moi je vais faire une autre politique économique. Bah, il le fait, pas de sanctions, pas de conflit, rien. Et là, l'Italie, et je vous fiche mon billet que ça va se terminer comme ça, l'Italie qui dit, bah, moi je vais faire tel budget, et dans le pire des cas, ça se terminera par un compromis. Et donc, dans tout ce que je vous décris, on a élaboré finalement un scénario à tiroir pour pouvoir couvrir les différents cas de figure. Mais en termes de probabilité, l'issue la plus probable d'une stratégie de négociation comme ça, c'est l'option de retrait collective assez vaste. En réalité, si on y réfléchit. Mais notamment parce que l'existence de la proposition, non mais s'il y a un blocage, on est prêt à partir, l'existence de cette proposition garantit que vous avez l'option de retrait collective. Parce qu'il y a d'autant moins de chances qu'on vous la refuse. C'est la même logique que la dissuasion nucléaire. On est pour ou contre, c'est pas le sujet, mais je vous dis, le raisonnement de la dissuasion nucléaire est le même. On n'est pas, la France a l'arme nucléaire, la doctrine de dissuasion, la doctrine classique de dissuasion nucléaire française, c'est nous ne nous en servirons jamais pour attaquer, mais si on essaie de nous envahir, on l'envoie. Personne n'a jamais demandé après, mais Monsieur le Président, est-ce que vous avez envie d'appuyer sur le bouton? Non, c'est le principe de la dissuasion. Et donc il faut voir la proposition la plus poussée, ça a été expliqué à plusieurs reprises d'ailleurs par Jean-Luc ces dernières années, il faut voir la proposition la plus poussée comme étant l'élément qui nous garantit d'avoir la proposition suffisante pour pouvoir appliquer notre programme. Voilà.